Merci à vous toutes et tous qui êtes présents avec vos masques et dans le respect des règles sanitaires. Merci à Daniel Michel Chiche qui, avec Femmes Monde, nous a proposé de co-organiser la rencontre de ce soir. Merci infiniment à nos deux invités, Najat Vallaud-Belkacem et Sandra Laugier, autrices de La Société des vulnérables, leçon féministe d'une crise, qui vient de paraître dans la nouvelle collection Tract Gallimard. Madame la ministre, nous nous souvenons que vous aviez invité Antoinette Fouque à vous rencontrer au ministère des Droits des Femmes, et nous gardons dans notre cœur l'hommage que vous lui avez rendu lorsqu'elle nous a quittés en 2014. Penser en femme d'action, agir en femme de pensée, c'était une sorte de devise pour Antoinette Fouque, qu'elle a appliquée dès les débuts du MLF en 1968 et tout au long des années de lutte et de création intense qui s'en sont suivies. C'est ce qui guide l'espace des femmes depuis qu'elle l'a ouvert en 2007. Vous êtes une femme politique et une philosophe, et vous avez écrit ensemble un livre qui analyse à chaud la crise du Covid et appelle à l'action. C'est donc avec un sentiment de réelle proximité que nous vous recevons ce soir pour un débat à l'enjeu démocratique élevé. Je passe la parole à Daniel Michel Chiche. Merci Catherine, et merci à l'Espace des Femmes de co-organiser la soirée avec nous et de nous recevoir dans ce merveilleux endroit. Je m'extasie toujours d'être là. Bienvenue à vous. Alors bienvenue surtout en raison des circonstances. J'avoue que nous sommes très agréablement surprises de vous voir nombreuses et nombreux, car il y a des hommes, oui, peut-être dames sans retour, mais oui, il y a des jeunes hommes. Mais ça prouve bien qu'on a besoin de continuer à réfléchir, peut-être aujourd'hui plus qu'hier, et peut-être bien moins que demain encore. Donc allons-y, hein, continuons, et j'ai envie de dire continuons le combat, parce que j'ai de la buée sur mes lunettes, c'est insupportable, mais les circonstances l'exigent. Voilà, alors je suis la présidente de Femmes Monde. Femmes Monde est une association qui existe depuis une douzaine d'années et qui travaille à la promotion des femmes qui luttent contre l'invisibilité des femmes qui font, c'est-à-dire les femmes qui pensent, les femmes qui créent, les femmes qui dirigent. Et puis, c'est suffisamment difficile, et le plus souvent, elles sont quand même moins connues que les hommes qui font la même chose. Donc nous avons en général une ou deux invités mensuels, parfois deux rencontres mensuelles quand le besoin se fait sentir ou l'événement se fait sentir. Et nous essayons de faire justement la promotion d'un travail artistique, d'un travail de recherche, d'un travail de réflexion, voilà, à chaque fois. Donc nous le faisons quelques fois ici et nous sommes toujours ravis de le faire, mais en tout cas nous avons une rencontre mensuelle. Nous évoluons progressivement, sans doute, vers une thématique trimestrielle pour peut-être plus approfondir avec des invités différents un sujet au fil de 2 ou 3 séances par trimestre. Voilà, donc je vais tout de suite présenter nos deux invités. Eh bien, je vais commencer par vous, Madame la Ministre, chère Najat. En 2 mots, parce que tout le monde vous connaît, mais quand même, moi j'ai envie de dire que vous êtes au Parti Socialiste depuis que vous étiez à Sciences Po, c'est bien ça, et que vous lui avez été toujours fidèle, et la fidélité en politique, ça se perd un peu quand même par les temps qui courent, donc j'avais envie de le signaler. Vous avez commencé votre carrière à Lyon dans l'équipe de Gérard Collomb. Un autre détail que j'ai envie de dire, c'est qu'en 2007, vous avez été élue la femme lyonnaise de l'année, c'est ça, la lyonnaise de l'année, et en même temps, la même année, membre de la communauté marocaine à l'étranger par le roi Mohamed II. Et moi, j'aime beaucoup cette collusion de ces deux titres qui ont l'air comme ça un peu ronflants, mais qui disent quelque chose de ce que vous êtes quand même et de qui vous êtes. Voilà, alors après l'élection de François Hollande en 2012, vous avez été nommé ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, parce que les femmes, ça ne suffisait pas quand même pour vous occuper. Et puis en 2014, ministre de l'Éducation nationale, où vous avez aussi œuvré quand même pour l'égalité, filles-garçons. Voilà, depuis 2017, on peut dire que vous êtes en retrait de la vie politique. Vous êtes directrice de la collection Raison Plus, c'est ça, et vous êtes directrice générale de l'ONG One qui s'occupe de pauvreté, de lutte contre la pauvreté. Voilà, alors, juste parce que nous sommes ici à l'Espace des Femmes et que nous sommes l'association Femmes Monde, je dois dire qu'on vous doit la loi de lutte contre le harcèlement sexuel,
la lutte contre le sexisme avec les ABC d'égalité et l'égalité salariale. Malheureusement, on ne peut pas dire que la loi soit toujours respectée encore, mais elle a le mérite d'exister déjà. Après, à nous tous et toutes de la faire vivre. Voilà. Sandra Logier, vous êtes agrégée docteur en philosophie et professeure à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous êtes chroniqueuse à Libération, et c'est surtout comme ça que nous sommes un certain nombre à vous connaître, parce qu'on vous lit. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, nombreux, tellement nombreux que je ne vais pas les citer. Vous avez traduit beaucoup d'ouvrages philosophiques aussi, j'ai vu. Donc vous avez entre autres écrit Le souci des autres, Tous vulnérables, et Nos vies en série, parce que vous vous intéressez aux séries. Et au cinéma aussi, j'ai vu, mais... Bon, donc vous travaillez sur les séries, le cinéma, évidemment, en rapport... Enfin, c'est un travail de terrain, finalement, si je comprends bien. Voilà, vous avez beaucoup étudié les travaux de Carol Gilligan, qui est la théoricienne américaine du care, et que vous citez à plusieurs reprises, toutes les deux, dans l'ouvrage. Voilà, alors, on a décidé qu'il n'y aurait pas d'exposé préliminaire, mais que je vous donnerai la parole progressivement. J'ai suivi un peu le cours chronologique de l'ouvrage, donc je vais lancer la balle régulièrement, et puis ensuite, quand on aura fait le tour complet de la question qui est traitée dans le livre, vous pourrez poser des questions. Donc d'abord, j'ai envie de vous demander la genèse du livre, c'est-à-dire comment s'est faite la prise de conscience, comment vous avez eu envie, après le début de cette épidémie, d'écrire, parce que c'est vrai qu'on a tous découvert à quel point on vivait dans ce monde que vous appelez un monde de valeurs inversées, où les personnes qui étaient les plus utiles au fonctionnement de la société pendant la pandémie, et que ça faisait tourner la machine, étaient les moins reconnus jusque-là, et bien entendu les moins payés. Donc comment êtes-vous parti de cette observation pour vous lancer dans le travail? Mais c'est toi qui as eu l'idée, qui est venu me chercher pour le livre. Mais je vais dire quelques mots et un peu des circonstances de l'écriture de l'ouvrage. Oh, pardon. Oui, voilà, là vous m'entendez? Non, mais c'est bon là? Non, il faut l'allumer. Il ne faut pas qu'il soit allumé tous les deux en même temps. Ah, pardon. Je vais prendre le... Alors, oui, je vais faire passer le temps. Voilà. Oui, là, donc là, il marche. On va faire passer ça, c'est plus simple. Donc d'abord, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un très grand honneur, une grande émotion d'être là, dans ce lieu, avec le patronat d'Antoinette Fouque. Et c'est vraiment aussi pour ça qu'on a écrit ce livre. C'est vraiment, leçon féministe d'une crise, c'est vraiment un point de vue féministe, un hommage féministe. Donc, comment on a eu l'idée? On s'était souvent rencontrés, notamment quand Najat Vallaud-Belkacem était la ministre de l'Éducation, et dans le cadre aussi de ce qu'elle a fait pour l'université, dans différentes circonstances politiques. Et déjà, j'ai toujours apprécié, comme vous disiez, cette espèce de fidélité politique, cette fermeté. Effectivement, j'avais vraiment envie de travailler avec elle et qu'on l'entende plus, d'une certaine façon, puisqu'on ne l'entendait pas suffisamment. Et donc, on s'est appelé pendant le confinement. Tout d'un coup, en discutant, on s'est dit que vraiment il y avait quelque chose de particulièrement insupportable et qu'on n'arrivait pas vraiment à définir, dans la mesure où, quand on s'intéresse à l'éthique du care, j'en dirai un mot plus précisément, pourquoi le care, mais quand donc on s'intéresse à ce que vous disiez, au fait que toutes les femmes, effectivement, qui sont invisibles, toutes ces femmes qui font tourner la société, et ces femmes-là étaient à la fois devenues visibles, tout le monde disait « Ah, c'est formidable, toutes ces femmes qui font des masques, c'est gratuitement, gratuitement toutes les caissières, etc. » Donc tout le monde reconnaissait tout d'un coup l'importance de la caissière de son supermarché, alors qu'ils s'en fichaient complètement avant. Donc c'est vrai qu'il y avait à la fois cette espèce de reconnaissance du travail des femmes, mais en même temps, ce que je veux dire, on avait une espèce d'omniprésence des hommes, un discours viriliste en permanence à la télévision, seulement des hommes qui parlaient avec l'autorité médicale ou politique. On avait vraiment une forme
en fait, d'invisibilisation des femmes, en même temps qu'il y avait cette nouvelle visibilité. Donc c'est vrai que c'est une forme de paradoxe. Alors, et on a voulu en fait essayer d'analyser ça, puisque à quoi ça sert que l'on commence à se rendre compte de l'importance de ce travail des femmes, et pas seulement des femmes évidemment, des minorités aussi, puisque le travail de care est assuré essentiellement par des femmes, mais aussi par les personnes racisées et pauvres. Donc voilà, on s'est aperçu vraiment de ça. Ça a été dans le discours vraiment des sciences sociales, tout le monde en a parlé, et donc on a eu aussi cette espèce d'omniprésence du discours masculin en politique, et depuis qu'on est sorti peut-être provisoirement du confinement, c'est même encore pire, c'est-à-dire qu'on a vraiment un monde politique qui est un monde d'hommes et un monde patriarcal. Donc comment en fait cette crise qui aurait dû être l'occasion en effet de changer les choses, de se rendre compte de l'importance des femmes, a abouti en fait à un patriarcat renforcé. Voilà l'interrogation en résumant les choses. Merci. Juste pour compléter ça, en fait, ce qui nous est apparu, c'est que le confinement et la crise qu'on a traversée, de laquelle on n'est toujours pas ressorti, on fait comme si c'était derrière nous, mais c'est pas le cas, avait eu cette fonction, d'une certaine façon, fort bienvenue, de nettoyer la buée sur nos lunettes. De nettoyer la buée sur nos lunettes, s'agissant de cette question de l'égalité femmes-hommes, de où en est le progrès pour les droits des femmes, etc. La considération véritable portée aux femmes. Parce que finalement, dans un monde extrêmement complexe où tant de sujets s'entrechoquent, qu'on ne sait plus où sont les dysfonctionnements exacts, était arrivé un moment où on se disait, bon, il y a des dysfonctionnements en matière d'égalité femmes-hommes, il y a des dysfonctionnements en matière de reconnaissance de métiers du care qui sont particulièrement sous-reconnus, etc. Et puis en fait, pendant le confinement, quelque chose est apparu, c'est que la raison pour laquelle les métiers du care, qui sont à 80-90% exercés par des femmes, sont si faiblement reconnus, c'est précisément parce que ce sont des femmes qui les exercent. Et parce que finalement est attachée à ces métiers l'étiquette femme, qui en fait quasiment une étiquette domesticité dont on refuse de reconnaître la professionnalité. Et ce qui était incroyable, et c'est pour ça que c'est apparu au grand jour et que ça a fait l'objet de ce livre, c'est qu'on était dans un moment où, comme le dit Sandra, normalement la société entière prenait conscience qu'en fait ils étaient particulièrement professionnels, ces métiers, à la fois en termes de valeur pour le lien social et pour notre capacité à vivre au sens biologique comme social du terme, mais aussi en termes d'engagement, de dévouement, de gens qui s'exposent à la pandémie pour continuer à aller travailler, etc., etc. Et malgré cela, malgré cette prise de conscience, on ne change pas notre perception à telle enseigne qu'on ne leur donne pas plus la parole dans l'espace public. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est en effet l'absence totale dans le leadership de la crise, mais aussi dans le commentaire, dans l'expertise, dans la compétence mise en scène sur les médias, l'absence totale des femmes et de ces invisibles plus généralement. Donc en fait, tel que c'est parti, si on ne tire pas la sonnette d'alarme, on va strictement rien changer à la façon dont ça fonctionne, ou plutôt ça dysfonctionne. Et c'était l'objet de ce tract, c'était de tirer la sonnette d'alarme. Et puis par ailleurs, je voudrais juste rajouter une chose, expliquant peut-être le sous-titre « Leçon féministe d'une crise ». Moi, je suis quand même très sensible à une chose. Alors c'est marrant parce que pour ne rien vous cacher, là, on m'avait gentiment prêté un bureau parce que je prodiguais un cours à mes étudiants de Sciences Po sur les questions d'égalité femmes-hommes, justement, puisque j'ai créé une formation là-bas sur le sujet. Et alors, ce qui était formidable, c'était que j'avais face à moi des étudiantes et des étudiants, il y avait aussi des garçons, plus de filles, extraordinairement sensibles à la cause de l'égalité femmes-hommes, sinon ils n'auraient pas choisi mon cours, extrêmement féministes, etc. Et dans le même temps, dans notre société, on a à la fois cette mouvance-là d'une jeune génération qui est de plus en plus sensible à ces questions-là, et franchement forte sur ces questions-là, et radicale même, et en même temps une autre mouvance contraire, qui est des coups de boutoir donnés sans cesse au féminisme. On vit une période de backlash sur la question du féminisme qui est ahurissante, enfin, je pense que vous en avez conscience. Certains d'entre nous auraient pu s'attendre à ce que, au lendemain de la vague MeToo,
il y a plein de choses qui changent, qu'on se mette à adopter des politiques publiques extrêmement ambitieuses sur les questions d'égalité femmes-hommes, que dans les médias on change un petit peu le propos. En fait, pas du tout. On a assisté honnêtement à l'exact contraire. Et avant de rejoindre la direction de l'ONG que vous évoquiez il y a un instant, j'ai passé 2 ans dans une entreprise dont la spécialité est de faire des enquêtes d'opinion. Et je peux vous dire que j'en ai fait réaliser pas mal pour essayer de comprendre où en est l'opinion publique, notamment sur le sujet qui nous importe. Et quelle n'avait été ma surprise et mon désarroi de me rendre compte que, par exemple, après MeToo, il y avait plus de Françaises et de Français, enfin surtout de Français, plus de Français qui, à la question « est-ce que quand une femme dit non, c'est toujours non ou ça peut être peut-être ?» répondaient « oh non, mais quand même, ça peut être peut-être », qu'avant MeToo, parce que c'était des études qu'on faisait de façon annuelle, régulière, etc. Pourquoi ? Parce que en fait, quand vous allumez votre télé, quand vous écoutez votre radio, vous avez à longueur de temps depuis MeToo des gens qui viennent sur les plateaux vous dire non mais ça suffit, la société de la délation, etc., et que en fait on va plus pouvoir courtiser les filles. Alors. Voilà, et l'opinion publique en réalité finit par être imprégnée de ce genre de choses. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'on vit en ce moment un moment de backlash. Évidemment, l'illustration parfaite de ces derniers jours, c'est quand même Alice Coffin et voilà, et la violence des réactions que la moindre de ces prises de position suscite. On pourra peut-être en parler tout à l'heure avec la salle. Mais face à ce moment de backlash, je trouve que c'est bien que des chercheurs, des politiques assument le fait d'être féministes. Et on tire une leçon féministe d'une crise. Voilà. C'est pas vrai que le féminisme est une forme c'est pas un gros mot. De maladie infantile ou je sais pas quoi. C'est ça, oui. Là, on a beaucoup parlé du CARE. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on en a parlé, mais qu'on a vu que c'était les femmes qui assuraient le CARE, mais que du coup, ça l'a discrédité, en quelque sorte, puisque rien ne s'est passé, rien de différent assez bien. Et parce que moi, j'ai noté quand même ce que vous donnez dans le livre, 91% des aides-soignants sont des aides-soignantes, 87% des infirmiers sont des infirmières, et 76% des caissiers et des vendeurs sont des vendeuses et des caissières. Donc, c'est pas rien, parce que c'est eux qui ont travaillé pendant le confinement, notamment. Et en même temps, rien. Oui, c'est les gens du CARE, elles sont bien, oui, vraiment, on les applaudit et tout, mais voilà. Donc, et surtout, une fois que le confinement était terminé, on est revenu à la case départ. Ça m'a fait penser à la Première Guerre mondiale, où les femmes ont fait tourner le pays pendant que les hommes étaient au front. Et puis, quand ils sont revenus, elles sont retournées dans leur cuisine, et puis on leur a à peine dit merci, et puis voilà. Donc, l'histoire se répète un peu, et c'est un peu fatigant quand on est féministe depuis longtemps. J'ai envie que vous évoquiez un petit peu les travaux de Carol Gilligan quand même, et pourquoi le patriarcat. Je crois que ça marche là. Ça marche. Oui, je sais pas, il y a un problème. En effet, je voudrais parler du CARE, puisque comme vous le disiez, on a beaucoup entendu le mot CARE. En effet, même le ministre Véran, à un moment, dans un entretien, journal dimanche, a prononcé le mot, et franchement, c'est la première fois que j'entendais ça de la part d'un ministre de la Santé. C'est vrai qu'on avait aussi eu en 2010 cet intérêt de Martine Aubry pour le CARE, qui avait vraiment pensé à juste titre que c'était un outil politique, un outil moral qui était extrêmement important. Mais on s'est aperçu à cette époque vraiment du fond extrêmement sexiste, oui, c'est trop anti-féministe, et notamment au Parti Socialiste, d'ailleurs on continue à le voir, parce que il y a eu d'emblée des réactions extrêmement négatives, et pas seulement de la part de la presse réactionnaire, mais de la part de journalistes de gauche, de la part du Parti Socialiste, Emmanuel Valls. Enfin, c'est vrai qu'il y avait vraiment un rejet extrêmement fort, et donc du coup, une question qui se pose, c'est pourquoi ce rejet du CARE, et ce rejet, il a des explications dans le féminisme, parce que chaque fois qu'on va en effet se moquer du CARE, le ridiculiser, eh bien, on va employer des mots genre nunus, mémé, etc., qui sont en réalité des termes sexistes. Et donc l'éthique du CARE, ça vient de Carol Gilligan, un ouvrage qui a été publié aux États-Unis donc en 82, donc c'était vraiment d'abord extrêmement tôt, et ça a été un best-seller. Aux États-Unis, c'est un ouvrage qui a eu un énorme succès. Carol Gilligan était la femme de l'année de Time, etc. Il y a eu vraiment un intérêt très fort
pour cette éthique du care parce que justement elle permettait de mettre en avant le point de vue des femmes, sur l'éthique, sur la politique, qui était complètement effacée et pas du tout mise en valeur, et en particulier tout ce travail des femmes, et notamment, oui. Il vaut mieux que je prenne celui-là, parce qu'il y a Allez, Ah oui, voilà, ils sont trop rapprochés. Donc, pardon. Et donc, la notion de care, elle est vraiment apparue à ce moment-là. Et le care, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le souci, hein, le mot anglais, c'est take care. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se préoccuper des gens, mais ça veut dire aussi s'en occuper. S'en occuper. Donc, il y a encore, il faut peut-être l'éteindre. Non, en rouge, c'est allumé. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on emploie le mot en anglais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de mot français pour ça, parce que si on parle du soin, en fait, le soin, c'est une activité, d'ailleurs, qui est vraiment représentée le mieux par le soin médical, mais vous voyez que le travail de care, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est ça, en fait, que Carol Gilligan voulait mettre en avant, parce que justement c'est tout un domaine de la vie, hein, le soin évidemment, le soin aussi aux enfants, le soin aux malades bien sûr, mais aussi tout ce qui est s'occuper d'un intérieur, tout ce qui est s'occuper de la vie aussi des autres personnes. Et donc pourquoi le mot care a réapparu pendant cette crise, hein, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est parce que c'est vraiment un outil en fait d'analyse de ce qui s'est passé. C'est un outil parce que ça permet de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y avait de commun finalement entre les soignants, qui étaient pour beaucoup des soignantes, hein, en tout cas en bas de l'échelle bien sûr, à l'hôpital, les caissières, mais aussi les livreurs, donc toutes ces professions qui en réalité rendaient possible la vie des gens, que ce soit la vie quotidienne ordinaire ou que ce soit leur vie hein, aussi au sens vital. Donc cette préservation de la vie, elle est assurée par tout un continuum de personnes qui exercent des professions très diverses. Et ces professions, justement, ces professions de care sont, comme Najat le disait, elles sont dévalorisées. Parce que, justement, elles sont associées au féminin. C'est-à-dire que la dévalorisation de ces professions est due au fait que, d'une part, elles sont liées à des professions et à des actions plutôt, des activités qui ont été assurées gratuitement hein, pendant des siècles, et ensuite parce qu'elles sont assurées donc par des femmes. Et donc toute cette dévalorisation de toutes ces actions, ces professions qui est apparue pendant la crise, eh bien le care permet de comprendre en fait, hein, de comprendre d'où elle vient et de comprendre en fait que le care et le féminisme sont des outils pour comprendre en fait vraiment ce qui s'est passé. Sachant peut-être pour compléter ce que vient de dire Sandra, que l'une des raisons pour lesquelles tout ça n'apparaissait pas forcément au grand jour, c'est qu'on a, dans nos perceptions collectives, un certain nombre d'angles morts, de choses qu'on ne voit pas. Par exemple, avant la crise et avant de se retrouver confinés chez soi, à s'occuper nous-mêmes de notre intérieur, un certain nombre de nous, femmes qui avons plutôt une vie professionnelle active et les moyens de s'offrir cela, ont délégué un certain nombre de ces tâches domestiques à d'autres. Femmes de ménage, assistantes maternelles, etc. etc. Or, pendant le confinement, on s'est retrouvés à devoir tout assumer et on s'est rendu compte qu'à nouveau, c'était nous qui assumions, qu'il y avait très peu de cas dans lesquels il y avait une injuste répartition au sein du couple. Et en fait, ça nous a beaucoup intéressés, on l'a abordé d'ailleurs dans le récit, parce qu'on trouve que c'est quand même intéressant de mettre le doigt sur ce phénomène vraiment agaçant quand on y réfléchit, qui est que les femmes qui en ont eu les moyens professionnels, financiers, monétaires, etc., ces dernières années ont conquis leur autonomie et se sont un peu déchargées de la charge domestique, non pas sur leur conjoint, compagnon, donc par une plus juste répartition et un équilibre entre les sexes, mais en déléguant ça à d'autres femmes, parce que ce sont des femmes plus précarisées, plus vulnérables. Alors on jette la pierre à personne, hein, on ne se jette sûrement pas la pierre non plus à nous-mêmes qui faisons ce genre de choses, mais c'est simplement qu'en réalité, comme ces tâches du coup se retrouvent exercées par des femmes encore plus vulnérables que ne l'étaient celles qui les leur ont déléguées, eh bien ces tâches sont encore plus
empreinte de cette image de domesticité, de choses qui comptent pas vraiment. Et donc c'est ça qui fait que les métiers du CAIR en réalité continuent d'être si déconsidérés. Merci beaucoup. Et alors, juste pour mon plaisir personnel, mais je pense que vous allez le partager, on voit bien que toute cette émergence du féminin qui a travaillé pendant, et puis qui est apparue pendant l'épidémie, n'a pas été reconnue. Mais en revanche, l'Académie française et dans la foulée des politiques et des journalistes se sont appliqués à dire la Covid et pas le Covid. Et alors là, le féminin avait une importance capitale. Alors ça, j'avoue, je veux bien rebondir là-dessus parce que ça a beaucoup fait rire Sandra, mais je tenais à écrire cette petite phrase sur cette petite phrase assassine, parce que je vous rappelle quand même que quand j'étais ministre, notamment de l'Éducation nationale, mais aussi des droits des femmes auparavant, souvent j'ai été en tension permanente avec l'Académie française sur des sujets comme cela. C'est-à-dire que, alors là, le conservatisme pour féminiser un certain nombre de noms de métiers, etc., on l'avait en permanence. Et c'est vrai que j'ai été frappée de voir avec quelle vitesse il avait fallu féminiser le nom de Covid. Ah si, non, il faut parler de la Covid, non. Alors que Étienne Viennot explique très bien pourquoi on ne doit pas dire la Covid. Parce que, pour être franche, moi je continue à dire le Covid. Ben oui, c'est ma petite les acronymes qui ont une sonorité masculine, qui sont étrangers et on les dit au masculin. Et on dit le FBI et la CIA, parce que FBI ça sonne masculin et la CIA ça sonne féminin. Donc Covid c'est pareil. Mais je veux dire, peut-être que là on est, on pourrait vous sembler peut-être de mauvaise foi ou tirer un peu le truc à notre sauce, mais honnêtement, il y a quand même une série de choses quand vous les mettez bout à bout. Par exemple, l'une des autres choses qui m'a frappée, moi, c'est que au sortir du confinement, alors qu'on aurait pu s'imaginer que plein de sujets deviendraient prioritaires parmi ceux qu'on vient d'évoquer, je veux dire, ce qui a quand même monopolisé le débat public pendant des semaines et des semaines, c'est la tenue des jeunes filles dans les établissements scolaires. Enfin, on a l'impression que vite, il fallait retomber sur les femmes. C'est-à-dire que non seulement leur sort s'est pas amélioré, leur situation s'est dégradée, on les a pas écoutées, on leur a pas donné la parole, mais en plus, on leur tombe dessus. Enfin, et je suis sûre qu'il y a d'autres exemples, ils ne me viennent pas, mais je trouve ça frappant. Alors, justement, je voulais maintenant qu'on aborde après ce constat, la sortie du confinement. Bon, en gros, rien de changé, on a compris. Parce que pendant le confinement, je ne sais pas si vous avez tous eu cette impression, mais on rêvait tous un peu à la vie d'après. Comment va être la vie d'après? Ça nous paraissait quand même un doux mirage. Et moi, je sais pas, j'appartenais à un petit groupe de réflexion. Il y avait des hommes et des femmes, enfin on était nombreux comme ça à faire des petits groupes et à collecter des articles et à réfléchir. Et puis finalement, on s'aperçoit que la vie d'après, elle est comme la vie d'avant, mais elle est la vie de pendant encore, donc voilà. Donc rien de changé et pourtant il y a un constat terrible. Enfin, il faut qu'on aborde quand même la question de l'IVG, des violences. On va recevoir le mois prochain notamment Rada Hatem sur ce thème de la Maison des Femmes de Saint-Denis, sur ce thème-là. Et puis, j'avoue que j'ai découvert en me lisant, j'avais pas fait attention dans la presse, combien les plans de sauvetage économique concernaient les secteurs industriels masculins. Donc ça c'est l'après, le constat de la sortie de confinement. Ah, mais je crois qu'on n'est pas dans l'après, mais c'est vrai que quand on y pensait, on n'imaginait vraiment pas que toute la priorité serait en effet, comme tu le disais, d'abord embêter les jeunes filles sur leur tenue et également effectivement renflouer des grandes industries qui étaient considérées comme extrêmement importantes, alors qu'on n'a jamais consulté les personnes, les citoyens, sur ce qui était le plus important. Et je crois que c'est ça qui nous a frappé, c'est pour ça qu'on a une partie vraiment sur la démocratie aussi, puisque qui a été décideur, qui a vraiment organisé l'action du gouvernement pendant la crise, ça a été des groupes d'hommes en fait, en réalité, et partout dans le monde, la France n'est pas pire qu'ailleurs. C'est vrai qu'on s'est aperçu que tous les groupes qui avaient, tous les comités, je ne sais pas, etc., étaient composés toujours à 80% d'hommes, c'est à peu près constant. Donc, et c'est eux qui ont vraiment décidé pour tout le monde. Et donc, bien sûr qu'on n'a pas pris en compte l'intérêt des femmes ou l'intérêt
les autres groupes vulnérables. Je veux juste vous faire rebondir sur une chose. Vous avez dit, pas seulement en France, mais ailleurs dans le monde. Et alors, on a beaucoup dit pendant le confinement que les pays qui étaient dirigés par des femmes donnaient une meilleure réponse à la pandémie. Alors, dans le désordre, l'Allemagne, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Islande, la Norvège et le Danemark. Au départ, c'était un article de Forbes, et puis après, ça a été repris partout. C'est à double tranchant, n'est-ce pas, ce qu'on a dit dans le livre, c'est vraiment à double tranchant. Par ailleurs, c'est vrai que ces femmes dirigeantes, que ce soit Angela Merkel, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Finlande, c'est en Finlande qu'on embête justement aussi la première ministre pour son décolleté. Donc oui, c'est ça. Voilà, c'est toujours la même chose. En tout cas, donc les femmes ont été en effet plus attentives, en effet, que les dirigeants hommes, c'est vrai, mais comme on l'a dit dans le livre, c'est une remarque qu'avait faite Najat par ailleurs. En réalité, c'est surtout que ces pays ont été capables de mettre des femmes à leur tête aussi. Donc ça veut dire quelque chose sur ces sociétés. Et donc, bien sûr que ce sont des sociétés qui, du coup, vont faire plus attention aux personnes. Donc c'est pas juste parce qu'il y a une femme. En fait, c'est parce que ces pays vont en effet apporter plus d'attention au quotidien des personnes, essayer d'être plus inclusives dans leurs décisions, que en fait on va avoir des femmes. Et donc ce qui a été vraiment en effet consternant, c'est à quel point il y a eu toutes sortes de sommes qui ont été déversées sur un certain nombre d'industries, mais sans demander la moindre contrepartie politique, en matière sociale, en matière d'égalité de genre, par exemple, à ces entreprises. Et également, ce qui a été vraiment consternant, c'est en effet comment on est arrivé à finalement trouver complètement naturel après coup d'avoir mis toute une partie de la société au service d'une autre, en créant finalement deux catégories. Et ça m'a vraiment frappé, c'est arrivé après finalement le livre, qu'on parle de travailleurs essentiels, qu'on dit, comme on parle d'industrie essentielle, de travailleurs essentiels, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que les 10 travailleurs essentiels qui habitaient par exemple dans le 93, où il y a eu une mortalité beaucoup plus importante que dans d'autres départements, parce qu'ils étaient essentiels, devaient prendre le métro pour aller, d'autres transports, pour aller travailler dans les magasins ou chez des personnes. Donc, en réalité, le mot essentiel voulait dire pas essentiel, qui ne comptait pas. Donc, c'est un usage très paradoxal du mot. Ou alors, ils étaient essentiels, mais essentiels à d'autres personnes, à des industries, à des intérêts qui n'étaient justement pas du tout les leurs. Peut-être juste pour rebondir sur votre question de tout à l'heure, tous ces plans de relance qui ont oublié les femmes. En fait, là, s'il fallait retenir une chose de notre essai, c'est que des plans qui sont conçus sans les femmes oublient les femmes. Vraiment, je veux dire, il n'y a pas de secret. Et en effet, on a fait cet effort de regarder les choses dans différentes sociétés pour se donner une idée. Pas simplement dans nos sociétés européennes ou américaines, on l'a fait, mais on est allé regarder aussi dans les pays en développement où la situation est évidemment bien plus compliquée encore. Et c'est absolument fascinant, c'est-à-dire que même des choses, par exemple, vous savez, le fait de regarder les pays en développement, c'est-à-dire les pays qui sont le plus loin justement de l'atteinte des objectifs, en l'occurrence en matière d'égalité femmes-hommes qu'on espère, ça vous aide parfois à clarifier votre pensée parce qu'on voit les choses de façon plus forte. Et ben, dans ces pays dans lesquels des femmes ont pas de compte bancaire, pas de téléphone mobile, etc., les entités, c'est-à-dire soit gouvernementales, soit institutions internationales, qui ont pensé les plans d'urgence, etc., ne se sont pas dit, mais en fait l'argent que je suis en train de verser, il va jamais arriver chez la femme. C'est-à-dire que ça a fait l'objet d'un oubli complet. Donc du coup, en effet, ces femmes, elles n'ont pas eu les allocations d'urgence qui ont été versées, et pourtant c'était elles les premières évidemment victimes, parce que vous savez comment ça se passe dans un certain nombre de ces pays. Ce sont les femmes qui se serrent la ceinture les premières lorsque la nourriture vient à se raréfier. On parle de pays qui sont en train de tomber dans la famine pour beaucoup d'entre eux malheureusement. Ce sont les femmes qui s'occupent évidemment des plus jeunes ou des personnes âgées, donc c'est les premières infectées. En plus, elles sont montrées du doigt lorsque elles sont infectées ou que leur famille l'est parce qu'elles n'ont pas su garder leur maison pure. Enfin bref, donc la situation, et je ne vous parle même pas des violences qui ont absolument explosé, on le dit dans le livre, mais c'est quand même 30 millions de cas de violences
de genre supplémentaires à l'échelle du monde pour 6 mois de confinement. Donc, en réalité, ce qui frappe, c'est à quel point, au moment de penser et le confinement, et la sortie du confinement, et les aides d'urgence, et les plans de relance économique, que ce soit dans des pays développés ou dans des pays en développement, la norme, ça a été qu'on oublie les femmes, parce que de toute façon, elles ne sont pas à la table au moment de les penser. Et donc, c'est ça qu'il faut tirer comme conclusion, et les féministes que nous sommes nous disent qu'il ne peut juste plus en être ainsi, que ça, vraiment, il faut que ce soit un combat majeur aujourd'hui. On ne peut plus accepter que des commissions de confinement ou de déconfinement existent dans lesquelles il n'y ait pas au moins un minimum de femmes. Peut-être même la moitié. Évidemment, c'est ce que je sous-entends. De fait, la négligence qu'on a par rapport à l'environnement, c'est la même en fait que celle qu'on a par rapport aux femmes. Puisque qu'est-ce que c'est ? C'est finalement refuser de se rendre compte de notre dépendance par rapport à une ressource, qu'on utilise à tout va, sans du tout finalement considérer qu'elle n'est pas, pour l'environnement, qu'elle n'est pas infinie. Et également, en fait, c'est une façon de ne pas reconnaître finalement ce dont on dépend, de ne pas reconnaître qu'on est dépendant de l'environnement, ne pas reconnaître que la vie sur Terre fonctionne aussi en s'appuyant sur toutes sortes de personnes qui vont être elles aussi méconnues. Donc il y a vraiment cette même sorte d'aveuglement par rapport à l'exploitation que l'on a des femmes et des ressources en général. Donc ça, c'est un parallèle d'ailleurs qui est fait assez souvent par l'écoféminisme. Ensuite, mais là je vais peut-être vraiment te laisser en parler, il y a évidemment cette situation la globale des femmes, qui est quand même assez vraiment inégale aussi, très diverse, et qui doit être vraiment aussi reconnue en ce moment. Et c'est vrai on s'est beaucoup focalisé quand même sur la France, et à juste titre, mais la situation des femmes dans les autres pays, dans les pays du Sud, pendant cette crise, a été absolument dramatique. Oui, c'est ça. Pour rebondir sur ce que dit Sandra, en fait, si vous voulez, dans ce livre, même s'il paraît bref, comme ça on aborde beaucoup de sujets, mais très dense. Il est dense. Dans ce livre, en fait, on parle de 3 choses. On parle des femmes, on parle de la démocratie et on parle de l'environnement. Et en réalité, en quoi est-ce que ces 3 sujets sont liés ? Eh bien, le contraire du care, c'est carelessness. Ça veut dire négligence. Ces 3 sujets sont liés parce que, à force de négliger les femmes et de considérer pour si peu de choses les métiers qu'elles occupent, la voix qu'elles pourraient avoir, la façon dont elles pourraient enrichir notre gouvernance de plein de sujets, à force de les négliger, on vit dans une démocratie profondément imparfaite. Une démocratie qui néglige non seulement les femmes, mais qui néglige en fait une série d'invisibles derrière elles qu'elle renvoie à la périphérie. Une démocratie dans laquelle en réalité un petit nombre de gens ont la voix et donc le pouvoir. Et s'agissant de l'environnement, le 3e point, comme le dit Sandra, c'est la même négligence dont souffre l'environnement, parce qu'on n'est pas capable de se rendre compte en effet de ce que ça nous apporte, de ce en quoi on en a besoin, etc. etc. Or, et là j'en reviens à votre question tout à l'heure, mais il doit y avoir des solutions. Or, si vous mettez ces 3 points de l'équation, en fait vous avez la réponse. C'est-à-dire que si on arrivait à s'appuyer sur les femmes, pour faire fonctionner la démocratie, pour mieux faire fonctionner la démocratie, on résoudrait aussi bien des problèmes de notre environnement. Pourquoi ? Et c'est ce que l'écoféminisme a bien démontré en effet. Les femmes, quand vous regardez le rapport à l'environnement des femmes et des hommes, les femmes sont à la fois les premières impactées par les dérèglements de l'environnement. Et honnêtement, on cite quelques chiffres, je me les suis notés pour vous les faire partager pour ceux qui n'auraient pas lu, mais les 3/4 des victimes du tsunami en Indonésie en 2004, les 3/4 étaient des femmes. L'ouragan Katrina qui ravage la Nouvelle-Orléans en 2005 a touché mais vraiment l'immense majorité des femmes. J'ai été très impressionnée par ça parce que je n'avais pas laissé avant, Ouais, parce qu'elles ne savaient pas nager ni grimper aux arbres et qu'elles avaient des robes longues.
Bien sûr. C'est terrible. Bien sûr. En 91, le cyclone au Bangladesh, vous en avez peut-être encore le souvenir, a tué 5 fois plus de femmes que d'hommes. Donc en fait, en effet, c'est parce qu'elles sont entravées dans des vêtements, c'est parce que leur rôle c'est de s'occuper des plus jeunes et des plus âgés, donc du coup elles ne peuvent pas fuir aussi facilement que ça, parce qu'elles n'ont pas appris à nager ou à monter aux arbres, très juste. Donc en fait, les premières victimes des dérèglements climatiques, ce sont les femmes. Les premières agents du changement vers un rapport plus durable et soutenable à l'environnement, ce sont les femmes. Parce que finalement, ce sont elles qui sont dans ce rapport très étroit, très quotidien, finalement, à la nature. Ce sont elles qui vont chercher de l'eau, qui font la cuisine, donc qui voient bien en quoi c'est problématique d'avoir des combustibles polluants, qui sans forcément toujours parler des pays les plus en développement, mais même dans nos sociétés évoluées, ce sont elles, j'avais fait faire un certain nombre d'enquêtes d'opinion quand j'étais chez Ipsos en l'occurrence, ce sont elles beaucoup plus que les hommes qui sont prêtes à recycler, qui le font déjà, qui font attention évidemment à acheter des produits de saison, enfin, qui sont très sensibles à ce genre de choses, beaucoup plus que les hommes. Donc, c'est les premières victimes des dérèglements climatiques, c'est les premières agentes du changement, et pourtant, est-ce que vous avez l'impression qu'on les entend beaucoup ? C'est exactement le même sujet que ce qui s'est passé pendant le confinement. On ne les entend pas beaucoup. Quand on vous parle d'environnement, je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui parlent d'environnement, hein. Et en plus tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac naturellement, mais enfin, remarquez qu'on vous parle beaucoup plus souvent de la nature sauvage, alors, les océans. Les océans, absolument. Les océans, c'est très important, hein, la perte de la biodiversité, etc. On n'est pas en train de dire que c'est pas important, mais juste en fait c'est bizarre parce qu'il y a des sujets aussi hyper concrets qui affectent avant tout les femmes, dont on n'entend pas parler. Les femmes de ménage qui utilisent des produits de nettoyage qui sont, pour certains même cancérigènes, extrêmement toxiques, je ne sais pas, moi je les vois jamais dans les médias. Bon. Donc en fait, c'est en ça que ces trois sujets sont liés, c'est qu'en réalité, ne pas prendre en considération les femmes à leur juste valeur, ce qu'elles apportent comme expertise, comme compétences, la façon dont justement les valeurs qui sont les leurs, même s'il ne faut pas faire d'essentialisme, je ne suis pas en train de dire qu'on a telle ou telle compétence ou valeur parce qu'on est une femme, mais je dis que la façon dont on a été élevé culturellement vous conduit aussi à avoir telle ou telle valeur. Tout ça apporterait infiniment de choses à la démocratie et à la crise climatique, et c'est quand même une catastrophe de s'en priver. Bien, alors on va arriver à la fin, c'est-à-dire comment on a bien compris que finalement cette crise du Covid a fait apparaître une crise de la démocratie. Et notamment, dans la démocratie, cette faiblesse, voire cette incapacité à faire participer les femmes. Bon, en tout cas, oui, cette faiblesse, disons. Alors le monde d'après, ce monde d'après dont on est arrivé, et puis qu'on voit qu'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on pense déjà pour lui ? C'est la question piège. Oui, bien sûr, hein, je crois qu'on est obligé de penser le monde d'après, mais en réalité, il n'y a pas de monde d'après, on est encore dedans, et ce qui nous frappait justement, c'était vraiment le premier énervement qui nous a conduit à faire la ligne, c'est pourquoi il y avait de toute façon que des hommes qui pensaient le monde d'après, que les femmes devaient penser le monde de maintenant probablement. On a tous cette une. Hein, donc voilà, comme si effectivement cette perspective-là, le fait que c'est toujours après, finalement c'était quelque chose qui leur était réservé. En tout cas, ce qui est apparu là, c'est que de fait, il faut intégrer plus de femmes et plus de minorités aussi, hein, puisque c'est vrai que le travail de care est assuré à la fois par des femmes, mais aussi et surtout des femmes racisées. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et le care, c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre cette crise, mais qui permet de comprendre beaucoup ce qu'on appelle l'intersectionnalité aujourd'hui, qui est souvent considérée comme une pensée extrêmement dangereuse, alors que, enfin, présentée comme telle, alors qu'en réalité, si on regarde qui sont les victimes d'abord du Covid, qui sont les personnes qui ont fait tourner la société, on comprend tout de suite ce que c'est que l'intersectionnalité, puisque c'est les personnes qui sont à la fois des femmes, des personnes racisées et des personnes pauvres. Hein, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été utile au plan vraiment de la compréhension. Hein, alors, pas
peut-être ça n'a pas été suffisamment partagé, mais il y a une vraie compréhension de la société, de ce sur quoi elle repose. Et ce qu'on voudrait, c'est que cette compréhension, elle soit enfin assumée. Parce que tout le monde l'a un peu compris, mais il n'y a aucune action politique en ce sens. Donc, la chose la plus évidente à faire, c'est en effet de donner la parole et de donner du pouvoir d'agir aux personnes qui sont réellement concernées par les problèmes qu'on traite. C'est ça la démocratie. D'accord. Donc il y a un déficit de représentation des femmes, on est d'accord. Comment on pallie ce déficit? Parce que, par exemple, je termine avec ça. On a vu pendant la crise et encore maintenant, enfin pendant la crise, donc, on voit sans arrêt des politiques hommes, des experts qui sont tous des hommes, qui pontifient, qui nous expliquent ceci, puis le contraire, puis cela, etc. Et puis de temps en temps, on interviewe une infirmière qui dit « moi je suis épuisée, si ça continue, je vais plus pouvoir », ou une aide-soignante qui dit la même chose. Et puis comment se fait le lien entre les deux et comment le professeur machin va prendre en compte les difficultés et les souffrances des petites aides-soignantes et comment on va avoir une représentation de ces femmes. Et moi j'aimerais que vous me le disiez. En fait, ça s'appelle le patriarcat, ce que vous écrivez là, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant que Carl Gilligan ait commencé en parlant du care et que son dernier livre soit sur le patriarcat, puisque c'est cette structure-là dont on croit qu'elle a été ébranlée par quand même vraiment des décennies de féminisme, par des lois, comme celle que tu as faite pour l'égalité réelle. Et donc il faut plus de lois comme celle-là, il faut les appliquer. Après, moi je pense que peut-être que ça peut paraître détourné comme réponse. Mais revenons à ce que vous disiez tout à l'heure sur ces sociétés qui ont semblé bien l'idée, bien répondre à la crise et qui étaient dirigées par des femmes. Comme disait Sandra, en réalité, n'est-ce pas plutôt que ces pays ont réussi parce que c'était des sociétés capables quand même d'avoir des femmes à leur tête. Donc en fait, je pense que si on renverse le truc, la question principale qui est posée aux responsables politiques de bonne volonté, tout le monde ne l'est pas, mais de bonne volonté aujourd'hui, c'est comment lutter contre les inégalités réellement dans nos sociétés. Parce qu'en fait, les sociétés là, qui sont dirigées par des femmes, elles se caractérisent, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, la Finlande, etc. C'est quand même des sociétés plus égalitaires que la nôtre. Et ce qui les rend plus fortes que la nôtre dans tous ces sujets-là, c'est qu'au fond, comme elles sont plus égalitaires, les différentes voix, comme nous disons dans le livre, sont entendues. La diversité des voix de la société, il n'y a pas de gens relégués à la périphérie en fait. Cette négligence démocratique que j'évoquais tout à l'heure quand on relègue des gens à la périphérie, on la trouve beaucoup plus dans notre société à nous que dans ces sociétés-là. Donc en vérité, la façon détournée d'arriver à ce qu'on souhaite, c'est déjà de prôner une société véritablement démocratique où on lutte contre les inégalités. Parce que en fait, ce qui fait qu'on va entendre les gens, c'est quand on égalisera les conditions aussi. C'est-à-dire que, typiquement, rehausser les tout petits salaires, considérer qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, une AVS dans un établissement scolaire, puisqu'on parle de care, prenons encore un autre exemple que les soignants, qui payent 940 € par mois, c'est pas possible, quoi. Donc en fait, il faut, quand on est militant politique, activiste ou responsable ou candidat soi-même, il faut vraiment s'attaquer à ces inégalités-là, première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut revaloriser la notion de service public. Parce que, au fond, ce qu'a montré aussi cette crise, c'est qu'on avait absolument besoin de services publics, tout comme on a besoin d'associations, c'est-à-dire revaloriser, au fond, tout ce qui ne relève pas forcément du service marchand, et dans lequel on va trouver beaucoup de femmes. Et en fait, en revalorisant en quelque sorte le contenant, on revalorise le contenu. Vous voyez ? Et puis, de manière plus générale, vous savez, les féministes dans les années 70 disaient que le privé c'est du politique. Je pense qu'il faut reprendre un certain nombre de mesures qui fassent en sorte que dans le domestique, la répartition entre les sexes, la répartition des charges, des tâches soit plus juste. Et donc évidemment toutes les réformes en matière de congé paternité, de congé parental pour les hommes, etc. sont extrêmement attendues pour ce genre de dynamique-là. Voilà, et puis après,
si vous me demandez moi, mon idéal dans la vie, là, ce serait vraiment d'avoir un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle qui s'assume résolument, totalement féministe et qui se présente sur un programme féministe. Parce qu'en fait, je pense que la marche à monter Elle là... est déjà née ? Mais oui, peut-être, mais la marche à monter est tellement haute, notamment pour contrer le backlash que j'évoquais tout à l'heure, que ça ne peut venir que du sommet du pouvoir que d'adopter des mesures nouvelles extrêmement ambitieuses et qu'elles doivent être adoptées grosso modo dans les 100 premiers jours. Or, pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut vraiment que vous ayez passé un pacte avec les électeurs au moment de l'élection présidentielle. J'ajoute juste que pour être sûr d'avoir une personne féministe, c'est quand même mieux de prendre une femme en fait, parce que les hommes, et dans ceux qu'on voit circuler en ce moment, j'en vois pas beaucoup qui soient réellement féministes. Nous non plus, alors qu'on a un certain nombre. C'est pour ça que je demandais même s'il était déjà né, parce que... Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, on va vous donner la parole. Ce serait parce que les femmes aujourd'hui sont dans des positions de care, de soins, qu'il faudrait les intégrer dans les prises de décision politiques ou autres. Et on a l'impression que du coup ça va rester tel. Et du coup c'est gênant parce qu'on a envie que ça ne reste pas tel, on veut que ce soit partagé. On a parlé du couple, partager la charge mentale par exemple, ce genre de choses. Est-ce que le CARE propose aussi ce dépassement de cette staticité, ce côté statique, du fait que ce ne serait pas que les femmes qui auraient le rôle de soin, mais donc les hommes aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a cette notion de dépassement dans l'éthique du CARE? Alors, non. Voilà. Merci beaucoup. C'est très important et c'est très bien que vous disiez que beaucoup d'hommes, en particulier dans votre génération, sont vraiment prêts à partager les tâches de care. Hein. Et dès le départ, ce que dit Caroline Legan, c'est que justement, cette fonction de care, ou ce sentiment de care, c'est vraiment quelque chose qui est également partagé par les hommes et les femmes. Hein. Et c'est vrai que on ne sait pas suffisamment. Elle l'a aussi dit dans son livre sur le patriarcat. Et justement, qu'est-ce que c'est qu'une société patriarcale? C'est une société qui va empêcher d'une certaine façon les hommes d'assurer ces fonctions, qui va les décourager et qui va plutôt encourager les femmes. Hein. Mais le désir de care, pour elle, hein, tout le monde ne sera pas d'accord, mais il est vraiment à égalité chez les hommes et les femmes. Ensuite, je ne pense pas que ce soit statique, au sens où il y a vraiment une histoire là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire où, effectivement, ce sont les femmes qui, historiquement, ont assuré des tâches domestiques à la maison, et gratuitement, et depuis des siècles. Et c'est pour cela, en fait, que ces tâches vont être dévalorisées. Et donc, c'est rattaché, effectivement, aux femmes. Et c'est ça, en effet, qu'il faut changer. Hein. Je ne pense pas du tout qu'on dise, attention, il faut qu'il y ait le plus possible de femmes, d'aides-soignantes ou de caissières dans les outils de décision et qu'elles restent à leur place. Ça, c'est plutôt... d'ailleurs, qu'elles restent à leur place, c'est plutôt ce qui arrive, hein, d'ailleurs, maintenant. Donc, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est bien sûr de critiquer cette société, d'inventer une société différente, de critiquer cette société où, parce qu'on est une femme, on est prédestiné à avoir ce genre de fonctions et que ces fonctions soient dévalorisées. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une statique, il y a vraiment, justement, une dynamique hein, de cette pensée du cœur qui est justement d'arriver à cette forme de ce qu'on appelle empowerment beaucoup hein, de toutes ces professions, avec malgré tout cette réalité qui est que, comme tu le disais, les tâches de care, le ménage, laver par terre, tous ces travailleurs essentiels, en fait ces tâches, elles existeront toujours, hein, tout va pas. Je ne pense pas que vous préféreriez de toute façon que ce soit des robots, hein, donc elles existent et donc de toute façon elles ne disparaîtront pas. Donc la question c'est vraiment qui va s'en occuper. Ou avec qui on va partager. Voilà. Oui, peut-être. Non, peut-être juste.
Peut-être juste, mais enfin, arrête-moi si ce que je dis te paraît pas juste, Sandra. Mais moi, j'ai le sentiment que... Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans ces métiers du care, même s'il y a une très très large majorité de femmes, il y a quand même quelques hommes, on est bien d'accord. Et en fait, et d'ailleurs, il y a aussi des métiers type la livraison qui sont même plutôt plus masculins, mais qui souffrent de la même déconsidération parce qu'eux aussi sont étiquetés un peu domesticité d'une certaine façon, je le dis rapidement. Donc en fait, moi, mon sentiment, c'est que dans ce secteur-là, tant qu'on n'aura pas, si les choses continuent à fonctionner comme aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas dépassé un certain seuil d'hommes présents dans ces métiers, on continuera à considérer ce secteur comme un secteur féminisé et à le déconsidérer, pour toutes les raisons qu'on a dites jusqu'à présent. Et que c'est vraiment cette question de combien y a-t-il de proportions de chaque sexe. Parce qu'à contrario, vous pouvez prendre des métiers qui autrefois étaient plutôt masculinisés, type la magistrature, l'avocature, etc. Et on a le sentiment qu'à partir du moment où il y a eu une vague de femmes qui les ont adoptés, c'est de plus en plus féminisé, en fait c'est des métiers qui se précarisent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est terrible de faire ce constat parce qu'on a vraiment. C'est pour ça que je vous dis vraiment, dès que les femmes arrivent, voilà, on a le sentiment qu'il y a une précarisation, il y a une étiquette vaut moins qu'eux qui leur est accolée. Donc, en fait, le sujet, c'est très important quand même, c'est pour les pouvoirs publics de veiller à la mixité des métiers. C'est hyper important, je veux dire, en attendant qu'on atteigne autre chose, un monde plus idéal dans lequel le fait d'être femme ne vous laisse pas à ce point-là dans la perception du métier, mais je veux dire, en attendant qu'on atteigne ça. Or, je n'ai pas le sentiment, par exemple, avec le gouvernement actuel, que ce sujet soit vraiment travaillé, mais c'est un sujet qui se travaille, en fait, la mixité des métiers. Parce qu'il y va évidemment de la formation, que ce soit dans le secondaire, en enseignement supérieur ou même des reconversions professionnelles. Il y a des tas de choses qui peuvent être vraiment soutenues, on le faisait à l'époque, par un gouvernement et par des politiques publiques. Mais en tout cas, il ne faudrait pas accepter d'une certaine façon qu'un secteur d'activité soit composé à plus que 60-65% d'un sexe par rapport à un autre. Je pense que ce qui préserve le mieux, c'est quand même d'avoir un certain équilibre. On le voit dans les lycées professionnels qui ont des formations au care, justement. Ce sont à 95% des filles. Ah oui, je me souviens très bien de ça. C'était terrible. On devrait refuser ce genre de choses. Ouais. L'informatique, c'est l'inverse. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je voulais faire état d'un documentaire que j'ai vu il y a 2 jours sur la chaîne parlementaire. Et j'étais très contente car il y avait des associations d'hommes, Ebiman, il s'appelait comme ça, qui luttaient pour la mixité des travaux, des métiers. Et d'autre part, il y avait des associations de femmes qui aussi luttaient pour la mixité, pour le partage des tâches, parce qu'ils disaient que c'était complémentaire. L'homme et la femme n'avaient pas la même vision du monde. Et donc j'ai trouvé que c'était bien, parce que franchement, à mon époque, l'homme devait faire carrière. Il devait faire carrière. Moi, j'ai poursuivi des études contre l'avis de mon père, par exemple, mais c'était quand même pas facile pour une femme d'être une scientifique. Donc je trouve que... Mais je suis affolée quand même, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire des sciences actuellement, plutôt du commerce ou de la politique. Mais à part ça... Et j'ai entendu ces jeunes, et je vous demande donc si c'est vrai qu'il y a des jeunes hommes qui ne veulent pas sacrifier leur vie de famille à leur carrière. Je pense que c'est un frémissement, mais peut-être que c'est important de le signaler, en tout cas de dire que c'est tout bénéfice, et pour l'homme, et pour la femme, et pour la société. Parce que notre société, elle est patriarcale. Donc, si effectivement il y a les pays qui s'en sont mieux tirés, ce sont des pays dirigés par des femmes, c'est peut-être parce que justement il y a moins de cette approche patriarcale. Moi, je suis affolée j'ai des petits-enfants, filles et garçons. Les garçons, on leur apprend, et pas leurs parents, mais la société, je ne sais pas, l'école, je ne pense pas, mais il n'empêche que les garçons se doivent d'être virils, faire la guerre, etc. Pas les filles, pas mes petites filles en tout cas. Donc, et pour l'environnement, on ne parle jamais non plus des conséquences
de la culture de guerre qui est imposée dans nos esprits, notamment pour toute la pollution que cela crée. On n'en parle jamais, même dans les accords de Paris, il n'y a pas de domaine mentionné sur le domaine des militaires. Ce secteur-là, on n'en parle pas comme polluant, alors que c'est 20% à peu près du tout. Enfin, c'est pas très bien le chiffre parce qu'on ne connaît pas tout, mais en tout cas, les armées sont polluantes et ça implique une dégradation de l'environnement, non seulement de l'environnement physique de notre planète, mais aussi de l'environnement du psychique. Voilà. Donc, je crois que c'est important aussi de dire ça, parce que franchement, avec le SNU, là, le Service National Universel, ça implique des garçons et des filles. Et tel qu'il est conçu, moi, ça ne me plaît pas du tout, puisque c'est un embrigadement. Voilà. Merci. Non, je voulais juste vous faire partager une expérience qui fut la mienne quand j'étais ministre des Droits des Femmes sur cette question de la mixité des métiers, parce qu'il se trouve que c'est un sujet sur lequel j'avais beaucoup travaillé, et je me souviens qu'avec avec un groupe de chercheurs et de chercheuses, on avait notamment regardé un petit peu, alors, sur une trentaine de métiers, excusez-moi, j'essaie de retrouver les chiffres pour ne pas vous dire de bêtises, non, c'est beaucoup plus. Non, il y a à peu près 80 familles de métiers en France, en gros. Donc sur une 80aine de familles de métiers, de mémoire, il y en avait à peine 12 qui étaient à peu près mixtes. Tout le reste était non mixte, dans le sens soit très féminisé, soit très masculinisé. Bon. Et donc, on avait regardé en gros tous ces métiers qui étaient non mixtes et on essayait de regarder comment est-ce qu'on pouvait améliorer la mixité dans chacun d'entre eux. Et en fait, avec les chercheurs et les chercheuses en question, on avait noté un truc phénoménal. C'est que dans les métiers qui faisaient quand même un effort, enfin dans les secteurs qui faisaient un effort, je ne sais pas, aussi étrange que ça puisse paraître, par exemple le secteur du transport, on avait marre d'avoir que des garçons, donc il essayait d'attirer à lui des filles. Bon voilà, donc il y avait des secteurs comme ça qui étaient un peu proactifs. Eh bien, ils arrivaient à progresser en termes de recrutement de filles, de femmes. Ils arrivaient à progresser non pas à la sortie de la scolarité, mais au moment de la reconversion professionnelle. Tous les progrès, quasiment, 80% des progrès enregistrés en termes de « tiens, je vais te changer un peu l'équilibre de mon secteur d'activité » étaient des progrès enregistrés sur de la reconversion professionnelle et pas sur de la sortie de scolarité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est l'exemple de votre petit-fils qu'on élève dans la virilité, etc., qui m'y fait penser, c'est que malheureusement, filles et garçons, dans leur scolarité encore aujourd'hui, sont tellement enfermés dans des carcans de ce que doit être tel sexe et de ce qu'il doit aspirer à faire, etc., qu'au moment d'aller vers leur première activité professionnelle, ils n'arrivent pas à sortir de ces carcans. Et il leur faut plusieurs années. Et l'expérience d'une reconversion où on se remet en question, on s'interroge sur le vrai sens de sa vie, ce qu'on a vraiment envie de faire, pour enfin commencer à sortir de ce carcan. Donc c'est un vrai sujet, ça nous renvoie toujours à l'essentiel qui est l'éducation et ce qu'on y promeut exactement. Et, voilà, et certains considèrent que ce n'est pas vraiment le rôle de l'éducation de parler de ces sujets-là, c'est une erreur fondamentale, c'est évidemment là que beaucoup de choses se forgent. Même si ce n'est pas qu'à l'école non plus. Moi, j'ai toujours fait partie des gens qui disaient attention à ne pas considérer que tout dépend uniquement des professeurs, les pauvres. Il y a aussi évidemment le cinéma, ce qu'on entend à la télévision, toutes les représentations. Mais oui. Après, ce que vous dites sur la guerre, honnêtement, moi je suis étonnée du faible nombre d'articles ou de publications qui traitent de ce sujet. Parce que quand même, quoi. Moi, je suis instituteur, donc issu d'emplois très féminisés, forcément. Dans une école, on est 17 enseignants, je suis le seul mec. Donc, bon, voilà. Après, ça ne me gêne pas, hein. Moi je suis littéraire, j'étais dans une classe de 40, c'est pareil, j'étais le seul garçon, donc je suis habitué. Donc, moi, évidemment, l'éducation, c'est mon dada, ça on aura bien compris, et le féminisme aussi, puisque je suis issu d'une famille de féministes depuis quelques générations. Au moins 4, ouais. Voilà, donc je voulais voir par rapport, on sait bien que nous les professeurs on ne peut pas tout faire évidemment, mais je pense que c'est quand même à nous aussi à inculquer les graines alors j'irai plus loin que le féminisme, mais justement l'écoféminisme aussi.
Est-ce que c'est, on parle toujours de mère nature, dame nature, mais toutes les deux sont malmenées, que ce soit la dame ou la nature. Donc, comment on peut, alors, je vais peut-être m'adresser aussi à l'ancienne ministre de l'Éducation, mais comment on peut faire, moi je suis en CP, donc comment je peux faire, dès la maternelle ou dès l'école élémentaire, comment on peut faire justement pour changer les mentalités et faire en sorte que les garçons comme les filles puissent faire ce qu'ils veulent déjà comme métier, pas forcément être médecin, mais être boulangère ou être je sais pas, chaudronnière, pourquoi pas, changer toutes ces mentalités, je pense, justement pour faire en sorte qu'un jour ou l'autre, on ait un homme ou une femme présidente qui ne soit pas issue de l'extrême droite, parce qu'on a quand même emmené des femmes. Je pense que la France est peut-être prête à avoir une femme, mais on en a emmené seulement 2 au second tour, c'est Ségolène Royal ou Marine Le Pen. Donc il y a peut-être des réactions aussi au fait qu'on ne veut pas une femme, parce que ça peut être Marine Le Pen. Mais justement, pour qu'on ait quelqu'un réellement féministe, et pourquoi pas vous, après tout. C'est d'avoir, en gros, un temps qui peut durer quelques semaines, par exemple, où votre exercice de professeur face à vos élèves est filmé. Quelques heures par jour, enfin, je veux dire, des choses un peu naturelles, c'est-à-dire où vous ne jouez pas de rôle, vous êtes exactement comme vous êtes. Et que ensuite, alors ça, je peux vous mettre en contact avec des chercheurs qui travaillent vraiment sur le terrain sur ce sujet-là, qu'avec un chercheur, vous puissiez regarder les vidéos. Parce qu'en fait, le plus impactant, c'est de comprendre comment est-ce que, bien inconsciemment et bien involontairement, soi-même, on diffuse un certain nombre de ces stéréotypes. Et à chaque fois qu'on avait fait ça avec des enseignants, c'était magique comme exercice, parce que en plus, les enseignants qui le faisaient, c'était des gens qui avaient envie, donc vraiment qui étaient bien intentionnés, mais eux-mêmes se rendaient compte qu'en fait, ils ne réagissaient pas de la même façon quand, je sais pas, une petite fille se levait de sa table sans avoir demandé la permission, ou quand c'était un garçon. Parce qu'eux-mêmes avaient inconsciemment intériorisé le schéma selon lequel, ouais, mais les garçons, ça a besoin de bouger, je vais être un peu moins sévère. Alors, toute petite fille, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, des choses comme ça. Et alors, c'est pas la seule chose à faire, mais une fois qu'on a identifié ça et qu'on est capable de se remettre gentiment en question, parce que c'est pas méchant, hein, mais du coup, je pense que ça nous fait à chaque fois réfléchir à 2 fois avant de distribuer la parole pour la 5e fois à un garçon plutôt qu'à une fille parce qu'ils ont levé la main plus vite, avant d'être extrêmement indulgent, par exemple avec l'écriture manuscrite d'un garçon, parce qu'en fait, on est habitué à ce que ce soit plutôt les filles qui aient une écriture manuscrite beaucoup plus, je sais pas quoi, plus jolie. Donc c'est ce genre de stéréotypes basiques contre lesquels on peut lutter par soi-même, mais en étant accompagné par ce petit mécano que je viens de décrire. Et puis après, je pense que c'est surtout évoquer les sujets très, très simplement avec les élèves, notamment quand on parle des métiers, enfin il y a des choses très simples, ou quand on parle des jeux dans la cour d'école, et pourquoi vous jouez quand, enfin ce que nous, dans les familles aussi, quand on est attaché à ces sujets-là, on fait, moi le nombre de fois où je demande à mes enfants, mais pourquoi dans vos groupes d'amis, vous avez que des garçons pour le garçon et que des filles pour la fille. Mais déjà, avoir cette conversation-là, ça les pousse à s'interroger. Ça ne veut pas dire que le lendemain, ils vont changer de groupe d'amis, mais voilà, c'est ça que je dirais. Qu'est-ce que tu dirais? Des éduques, mais je crois que c'est pas du tout avec cette idée justement de la mère nature ou de considérer que la nature est une femme à protéger ou que c'est une entité en fait. Je crois que l'environnementalisme, l'écoféminisme, c'est vraiment des mouvements politiques qui sont destinés en fait à se mobiliser pour protéger des personnes qui sont menacées par les catastrophes environnementales qui sont très souvent en réalité très inégalitaires en fait, qui créent vraiment toutes sortes d'inégalités par rapport à certaines populations. Et donc l'écoféminisme, c'est vraiment venu du fait que les femmes se sentaient absolument menacées en fait, dans leur vie quotidienne par des pollutions et elles se sont mobilisées pour cela. Et en fait, le progrès qu'on a fait ces derniers temps, c'est vraiment de dire l'environnement, c'est pas la protection de la nature par hélicoptère, hein, mais c'est vraiment sur le terrain. Ces mouvements de femmes comme il y a une indienne très connue qui s'appelle Vandana Shiva, hein, qui est vraiment l'exemple de l'activisme grassroots écologique et qui a vraiment commencé en examinant des actions de désobéissance donc d'Indian Shipko qui
s'enchaînaient aux armes parce qu'elles protestaient contre la fabrication du Coca-Cola, parce que ça épuisait leur réserve d'eau, parce qu'il faut 40 litres d'eau pour faire un litre de Coca-Cola. Enfin, c'est ça en fait l'écologie. C'est pas spectaculaire, mais c'est ça, et je crois que je ne veux pas vous dire que c'est ça que vous devez apprendre aux enfants, parce que très souvent, c'est les enfants qui sont peut-être plus en avance que nous sur ces questions. Et merci beaucoup à vous deux, à la fois pour ce livre et pour